Bonjour, ici Perrine Gruat. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les canaris sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateur environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Il permet aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des pionnières et des pionniers de la transition écologique et solidaire. Cela fait une vingtaine d'années que j'ai la chance d'accompagner les talents de l'innovation, du digital et de l'entrepreneuriat via le recrutement, la formation et le coaching. Je suis persuadée que le déclic viendra de ces passionnés, curieux et pédagogues, avides d'impact, et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller, apprendre en faisant aujourd'hui plutôt que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. David O'Neill est constamment en quête de cohérence entre tous les aspects de sa vie, familiale, personnelle et professionnelle. Alors forcément, quand son fils lui dit « Papa, tu pollues, pourquoi tu prends l'avion au lieu de faire une visioconférence ?» il prête une oreille attentive. D'autant plus qu'il est passionné professionnellement par les sujets de politique publique de mobilité. David est CEO de Kizio Études et Conseils, une filiale du groupe Keolis, au service de clients aussi variés que le groupe SNCF, Google ou des collectivités territoriales. Au cours de cet épisode, David nous partage son expérience de mise en œuvre de projets à impact sur le long terme. Comment faire évoluer les usages? Comment valoriser le vélo dans l'imaginaire collectif? Quelle équipe recruter? Comment tenir sur la durée? Comment se ressourcer? Bonjour David. Bonjour Perrine. En mai 2018, tu publiais sur LinkedIn un article intitulé « Les cyclistes ne sont pas des enfants » en faveur de la, je cite, « Vélorussion ». J'ai adoré le terme. En octobre 2019, tu publiais « Mais tu pollues papa » ou « Les contradictions écologiques de la vie en entreprise ». Tes engagements dépassent la sphère privée et influencent ton activité professionnelle. Je serais vraiment très curieuse de comprendre quand et comment tu as eu ce déclic. Alors, ça dépasse, et évidemment c'est un faire, pas assez à mon goût et à mon sens. Néanmoins, évidemment, dans les choix d'activité, dans les choix de parcours professionnels qu'on fait, la question de la motivation et du sens participe beaucoup à ce qu'on fait. J'ai commencé ma carrière dans le conseil, assez classique, avec notamment un passage assez long chez EY. Et puis j'ai décidé, au bout de quelques années, de partir plutôt dans le secteur public, parce que c'était une de mes motivations fortes. J'étais depuis toujours très intéressé par les politiques publiques en général, et de plus en plus par les politiques publiques de mobilité. Parce qu'il y a un enjeu très fort dans ces sujets-là. C'est des sujets extrêmement quotidiens qui touchent tout le monde, et donc j'ai bossé pendant plusieurs années chez Île-de-France Mobilité, qui est une grande autorité organisatrice. Ce qui est intéressant dans ces métiers et dans ces sujets thématiques-là, c'est que ça intéresse le quotidien de chacun. Et quand vous travaillez sur ces sujets, les gens un médecin, on va toujours lui poser des questions de médecine dans un dîner, et quand vous travaillez dans la mobilité, on va toujours vous poser des questions. Parfois vous racontez les trajets, ce qui est pas forcément toujours palpitant, mais néanmoins on recueille aussi des informations et des impressions. Et puis au fur et à mesure aussi, il y a des convictions qui se forgent très fortes, alors qui sont toujours mêlées à la fois du personnel, du professionnel et d'un peu d'expertise. Et puis il y a des évidences qui se forment au bout d'un moment. Sur le vélo, par exemple, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement attaché, pour plusieurs raisons très mêlées. D'abord, personnellement, je trouve que c'est un moyen de déplacement extrêmement agréable et efficace, qui ne pollue pas. Je suis très sensible à ces sujets-là, donc il y a toujours évidemment une motivation personnelle sur ces sujets. Et puis,
en tant que quelqu'un qui travaille dans la dynamique des transports et des mobilités en général, c'est un moyen qui est extrêmement efficient sur les courtes distances et sur la ville, et qui est assez mal aimé, enfin qui était en tout cas très mal aimé dans beaucoup de nos villes, assez décrié et avec une critique très forte des cyclistes. Et ça, c'est une conviction forte que je porte, et puis à la fois avec une casquette très personnelle d'individu et de citoyen, mais aussi en tant que dans ma vie d'entreprise et de tous les jours, puisque je pense que c'est des moyens de locomotion qui sont importants à promouvoir. Évidemment, c'est pas toujours dans le sens de l'intérêt du business en tant que tel, très clairement. Moi, je suis dans un groupe qui fait du transport public et qui est rémunéré pour conduire des trains, des tramways et des bus. Le vélo, c'est une toute petite partie du chiffre d'affaires du groupe. Et dans notre activité de conseil, le vélo est un domaine où il y a très peu d'argent, très peu de missions, mal rémunéré. Donc, c'est pas forcément un secteur d'expertise sur lequel on peut faire du business. Pour autant, voilà, c'est quand même quelque chose qu'on essaye de promouvoir et d'essayer de porter d'une manière générale. Tu faisais aussi référence à un autre point qui est important. C'est vrai que quand on réfléchit aux dynamiques de mobilité, on réfléchit évidemment au bilan carbone, c'est des choses qui reviennent souvent, sur la responsabilité sociale des entreprises, sur la responsabilité sociale et environnementale qu'on a chacun. Et puis c'était une réflexion très très anodine et très criante de vérité d'un de mes enfants, alors que je devais faire un voyage d'affaires pour à peine quelques jours aux États-Unis, qui me dit mais papa, mais pourquoi tu fais pas une visioconférence? Tu es tout le temps sur ton vélo, bah voilà, pourquoi tu prends l'avion? Ça pollue énormément. C'est vrai qu'en faisant quelques calculs et quelques règles de droit, c'est assez effarant. On se rend compte qu'un aller-retour pour une personne aux États-Unis, c'est un bilan carbone absolument considérable, que finalement la personne qui prend sa voiture pour faire les 10 kilomètres qui la séparent de son travail, il lui faut plus de 2 ans pour arriver à un seul aller-retour entre Paris et Los Angeles. Donc ça pose quand même beaucoup de questions, et ça nous oblige à la fois en tant que citoyens et en tant qu'experts et professionnels à essayer de raisonner les choses, c'est-à-dire vraiment sans passion sur ce type de sujet, et à les réinterroger. Évidemment, cette période de confinement, elle est incroyablement révélatrice de tous ces sujets. Les avions sont arrêtés, on se pose beaucoup de questions sur les flux, la mobilité, l'utilité aussi de la mobilité, fondamentalement, elle a été vraiment remise en question, et on voit qu'on arrive à inventer des vies professionnelles, personnelles, différentes de celles dont on avait l'habitude, et qui conservent quand même une certaine richesse. Et puis on voit des choses qui me tiennent à cœur, notamment, qui sont par exemple la question du vélo, qui reviennent de façon extrêmement forte. Et parmi les projets que tu as pu engager dans ton cadre professionnel au service de la transition écologique et solidaire, est-ce que tu en as un en tête dont tu es particulièrement fier? Il y en a peut-être plusieurs. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment on réfléchissait aux politiques publiques de mobilité en général. Un sujet que j'ai porté et qui m'a particulièrement galvanisé, c'était un projet que j'ai porté pour Île-de-France Mobilité sur des vélos, sur de la location de vélos électriques longue durée. Voilà, on tombait sur un sujet qui me tenait vraiment à cœur, et ce qui était très important pour mener ce type de projet, il y avait une volonté politique assez forte de la majorité. C'était dans le programme de la présidente d'Île-de-France Mobilité, nouvellement élue. Après, la question, c'est comment on le met en œuvre. Et là, ça met en place tout un tas de questions très fortes sur à la fois des convictions personnelles, à la fois un fonctionnement. Alors, dans le cas, c'est une administration, mais c'est la même chose pour une entreprise. Et puis, comment on arrive à porter des convictions ou des croyances dans une institution, et comment on arrive à ça. Et pour le coup, c'est une assez grande fierté. Je pense qu'il y a aussi des erreurs dans ce qu'on a pu faire, mais on voit aussi le décalage qu'on peut avoir entre le professionnel et la personne. Ce service-là, on l'a conçu à quelques-uns, assez peu en fait. On l'a proposé, on a réussi à le proposer, à le faire valider à des élus, et la façon dont on l'a conçu est très différente
de celle que j'attends, moi, en tant qu'utilisateur, que je suis devenu depuis, alors que j'ai quitté Île-de-France Mobilité et que j'ai changé de métier. J'étais un des premiers à m'abonner à ce service, qui évidemment me tenait à cœur, et évidemment, j'ai pas du tout la même vision. Il y avait un point qui était très important, c'était de se dire, le vélo à assistance électrique, c'est quelque chose qui peut vraiment changer la mobilité dans les villes. Ça permet à beaucoup de gens de faire du vélo. Ça gomme beaucoup des avantages, des inconvénients du vélo, tout en gardant la plupart de ses avantages. Et à part le prix qui est assez conséquent, finalement, ça devrait être un moyen à la portée de beaucoup de monde. Et très utile pour tous les projets, tous les trajets entre 2 et 10-12 kilomètres. En gros, ce qui représente quand même le quotidien de beaucoup de gens. Et donc, il peut être profondément utile pour ça. Il y a néanmoins la barrière du prix, parce qu'un vélo électrique de bonne qualité, c'est entre 1500 et 2000 euros. Donc ça coûte cher, c'est une somme. Pour les revenus moyens des Français, c'est beaucoup d'argent. Et donc c'est un investissement absolument considérable. Alors si on le compare à une deuxième voiture, par exemple, ça paraît pas cher. Pour autant, il faut avoir la certitude pour les gens que c'est un moyen de transport qu'ils pourront utiliser au quotidien, qui peut remplacer ou le fait de prendre les transports en commun, ou de prendre une voiture, ou d'avoir un scooter. Donc c'est un sacré choix, et donc ça peut pas se faire à l'aveugle. Et donc l'idée pour accompagner cette transition, c'était de louer ces vélos en y mettant de l'argent public. C'est un service qu'on avait évalué qui coûtait environ 80 euros par mois, et c'était de dire on va essayer de mettre la moitié en argent public, 40 euros, et puis l'utilisateur va compléter en mettant 40 euros de sa poche. Qui plus est, ces 40 euros, ils peuvent être remboursés à moitié par l'employeur. Et donc finalement, tout le monde mettait un peu sa part dedans. Les employeurs pour les gens qui ont la chance d'être salariés, les personnes elles-mêmes, et puis la collectivité publique, parce que c'est quelque chose de fondamentalement utile. Mais pour autant, l'argent public a pas vocation à financer le vélo des gens. C'est quelque chose à la fin et donc l'idée était de leur permettre de l'utiliser pendant 6 mois, et puis une fois qu'ils avaient pu le tester, d'aller par eux-mêmes acheter leur propre vélo, ou avec un système d'aide, ou alors avec un système de location non subventionné. C'est plutôt finalement le système d'aide à l'achat qui a été choisi, qui a le mérite d'être simple, et donc ça paraissait en termes de conception de politique publique probablement la meilleure chose à faire. Et quand on avait testé l'appétence des Franciliens pour le service, elle était très forte, et c'était sans doute quelque chose qui s'avérerait profondément utile, et avec finalement un coût pour la collectivité qui était assez réduit quand on le compare aux sommes qu'on met dans les transports publics collectifs, et donc ça paraissait très intéressant. Ça a plutôt bien fonctionné, c'est-à-dire que sur les vélos que Île-de-France Mobilité loue, il y a une vraie appétence sur le sujet, et c'est plutôt conforme aux objectifs qui étaient donnés, même si probablement ça aurait pu être plus. Et on voit deux choses qui moi m'ont beaucoup intéressé. La première, c'est la difficulté de faire changer les usages, c'est-à-dire quelque chose qui semble bon, qui semble juste, mais quand même beaucoup de temps à s'adapter. Et pour autant, ça crée de la curiosité. C'est-à-dire que quand les gens voient le vélo, ils disent « Ah ouais, c'est intéressant », ils ont envie de s'abonner, pour autant ils mettent beaucoup de temps à le franchir le pas. Et finalement, on se retrouve, même pour faire des politiques publiques ou des choses qui semblent utiles, avec exactement les mêmes difficultés ou les mêmes défis que pour vendre quelque chose, que pour vendre un bien de consommation courant. Et qu'il faut effectivement, pour faire des choses qui semblent utiles, réfléchir au bon moyen de donner envie aux gens, et d'arriver à faire passer le cap. Ça, c'est très important, et c'est un métier à part entière, et souvent les deux sphères semblent un peu déconnectées sur ces sujets-là, et ça pose pas mal de questions. Dans le petit article que j'avais écrit sur le vélo, notamment sur les cyclistes sont pas des enfants, il y avait beaucoup cette idée-là, c'est-à-dire que l'imaginaire autour du vélo est extrêmement peu valorisant. Le cycliste, il est toujours ridicule, pittoresque, inefficace par rapport à James Dean qui conduit sa bagnole, et à la moto, à tout ce qui est valorisant dans l'imaginaire culturel populaire. Le cycliste, il est toujours ridicule. Et arriver à inverser cette image-là, redonner de la vertu à un moyen de transport qui est utile au quotidien, c'est quelque chose qui dépasse finalement très largement ce que font les marchands de vélos, ceux qui les vendent, ceux qui conçoivent les politiques publiques, et c'est un cadre beaucoup plus large. Et arriver à changer les mentalités, ça doit se faire
avec finalement l'aide de tous les acteurs de la société et chacun à leur niveau. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui semble pas si évident quand on est en train de concevoir un produit, une politique. On a du mal parfois à le mettre dans ces dimensions-là qui sont pas si simples. L'autre point aussi, c'est que je me suis rendu compte, c'est qu'on peut se donner aussi de la vertu sur des choses qui semblent justes. En tant qu'utilisateur, moi je suis tout à fait furieux qu'au bout de 6 mois, on me dise le vélo que tu aimes bien, que tu es habitué à conduire, qui te sied bien, et voilà, on va arrêter ce service parce qu'il faut le donner à quelqu'un d'autre. Et ça, en tant qu'utilisateur, je trouve ça complètement injuste. Et il y a toujours de la schizophrénie dans les actions qu'on fait sur ce type de sujet, et le juste équilibre est vraiment pas évident à trouver. Tu parlais des effets directs et indirects auprès des utilisateurs. Tu as porté ce projet au sein d'une organisation. Quels ont été les effets directs et indirects sur l'organisation ? Alors, ce qui je trouve toujours assez saisissant, en général dans les organisations humaines de ce type-là, c'est que finalement, même si les gens ont des idées, ont des principes, ont une sensibilité et une vraie intelligence sur les choses, on arrive souvent, je trouve, à pouvoir porter des projets. Et que finalement, c'est assez rare d'avoir des noms. Et à partir du moment où on pousse des choses, où on pousse des solutions, c'est très rare que quelqu'un se lève de la table et dise non, c'est une énorme bêtise, c'est une connerie, parce que les gens ont mille choses en tête, qui est pas forcément le sujet que vous portez. Et donc j'ai quand même la conviction très forte que dans toute organisation, quelle qu'elle soit, quelqu'un qui a vraiment envie de pousser un projet, il peut y arriver. À condition d'avoir une force de conviction, peut-être d'y revenir 5-10 fois, mais au bout d'un moment, on arrive à aplanir les obstacles. Et à l'inverse, quand il y a une opposition, très souvent, elle doit vraiment faire réfléchir, c'est qu'elle est souvent motivée par de très bonnes raisons qu'on n'a pas vues. Et pour la réussite de ce type de projet, il y a une chose qui est, à mon avis, absolument fondamentale, c'est l'équipe qui va la porter. Et pour ça, il faut, en tout cas sur des projets qui sont pas des centrales nucléaires ou des projets infiniment complexes ou difficiles, mais j'ai quand même la conviction qu'il faut des équipes assez resserrées, avec un fonctionnement de commando, qui ont envie d'aller vite, qui ont de la conviction, qui ont de la force de travail, et c'est sans doute ça qui est le plus compliqué, c'est d'arriver à trouver la bonne personne qui saura, ou les bonnes personnes qui sauront porter ces projets-là, et arriver à leur donner vie techniquement, parce qu'on peut jamais être tout seul, et trouver des gens qui arrivent à faire avancer les projets en imitant toute leur énergie, c'est pas toujours évident à trouver, parce qu'on a tous de bonnes raisons de ne pas faire des choses qui ne nous intéressent qu'à moitié. Et c'est pas évident de trouver des gens qui partagent ses convictions, ses envies de le faire. Et voilà, typiquement sur le projet du vélo, il y avait un consultant qui travaillait un peu avec nous et que j'avais vu ailleurs, qui était pour moi la personne idéale pour porter ce projet. Et puis voilà, il a accepté de le faire et il a fait un travail formidable. Et sans lui, ça ne serait jamais passé. Et donc c'est le vrai père de ce service. Il lui a consacré une énergie folle. C'est lui qui a été jusqu'au bout des choses. Et puis il était venu pour ça. Et il a réussi à le faire. Et finalement, ce que j'ai réussi à faire, c'était juste d'arriver à l'attirer et à le faire venir et à le mettre sur le bon projet. Et ça, c'est une fierté par contre. Et comment tu expliques ce succès-là? Pourquoi tu es la bonne personne pour le faire? Alors je sais pas si je suis la bonne personne. Par contre, c'est peut-être d'avoir parfois le flair de trouver les bonnes personnes et ces gens très moteurs qui vont venir avec plus que l'envie de travailler, mais qui vont porter une conviction et l'envie de matérialiser quelque chose qu'on porte soi-même. Et c'est finalement dans cette conjonction-là et cette conjonction d'intérêts et de buts qu'on arrive à faire naître des choses assez efficaces. Et je pense que ça peut pas se faire à trop nombreux, c'est-à-dire qu'au-delà d'une équipe de 4, 5, 6, 10 personnes, ça devient compliqué parce qu'il y a trop d'interactions, il peut y avoir des visions contradictoires, c'est difficile d'arriver à trouver une harmonie à trop nombreux. Par contre, arriver à faire ce casting de quelques personnes qui sauront porter un projet, ça, je pense, c'est très clé.
Et comment tu as développé ce flair, ce fameux flair? Comment tu l'as appris? Je sais pas si c'est un flair. Honnêtement, je pense être quelqu'un d'extrêmement peu instinctif. Pour autant, il y a, je sais pas, une forme de pari sur des gens dont on s'imagine. Alors, on se trompe, hein, parfois, évidemment. Il y a des gens sur lesquels on parie et qui se comportent pas du tout de la façon dont on imagine qu'ils se comporteraient et qui peuvent, alors, je sais pas si le terme est de la déception, mais en tout cas, qui correspondent pas à ce qu'on y a imaginé et qui doivent finalement apporter autre chose. Et puis, parfois, il y a de la chance. Après, il y a, si ce n'est du flair, en tout cas, il y a une conviction très forte, c'est qu'il faut laisser beaucoup de liberté aux gens à partir du moment où on leur fait confiance, pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils soient très responsabilisés sur ce qu'ils portent. Et c'est redonner un peu ce fardeau, cette responsabilité, cette vision à celui ou ceux qui vont être en charge du projet, pour pas qu'ils aient le réflexe de se reposer sur vous. Et à partir du moment où c'est eux qui sont en charge, ils sont importants et ils vont le faire alors à leur façon, qui est pas forcément exactement celle que vous auriez eu vous, mais à leur façon, et en tout cas ils vont porter ce projet-là. Et l'important c'est qu'il y ait quelqu'un en charge de ce projet, quel qu'il soit. Et si quelqu'un demain, peut-être de ton équipe ou d'une autre équipe, vient te voir en disant mais David, j'aimerais bien apprendre à faire comme toi, à repérer les bonnes personnes, à les mettre en responsabilité, comment je peux apprendre à faire comme ça? Je sais pas si j'arrive à bien le faire. En tout cas, j'essaye de le faire. D'une part, c'est que je pense qu'il faut en avoir conscience. Et deuxièmement, il faut s'occuper de pas mal de choses. Parce que ça vous oblige à ne pas vous focaliser sur un seul sujet. Ça oblige à donner de la liberté aux gens qui travaillent avec vous. Ça vous oblige à les mettre en responsabilité. Et ça vous permet aussi, quand ils bloquent, quand ils ont une difficulté, quand ils ont besoin d'aide, d'avoir beaucoup de hauteur, parce que vous avez vu passer la journée à voir d'autres choses, que vous arrivez avec un œil très neuf sur les sujets, et ça permet aussi de garder toujours, à partir du moment où vous n'êtes pas empêtré dans la résolution des problèmes du quotidien, de jamais oublier le but pour lequel on le fait, qui est toujours le plus important, et évidemment quand on est la tête dans un projet, dans la gestion de ce projet, à démêler les difficultés, parfois on perd de vue l'objectif. Et donc c'est à mon avis simplement ça qu'il faut arriver à faire. Et puis je pense que c'est la conviction aussi de trouver des gens avec qui on s'entend, des gens intelligents et des gens qui ont de la passion. Mais il y en a, ça manque pas. Et ça veut pas dire que dans les gens qu'on choisit, il y en a pas d'autres qui auraient pu faire aussi bien le travail. C'est plus de la mise en condition de gens qui ont probablement le potentiel de le faire. Et on sait aussi qu'il y a d'autres gens qu'on rencontre qui ont d'autres qualités, mais qui ne sauront pas faire ça. Et sur la durée d'un projet comme ça, ou des démarches que tu portes, qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce qui t'en coûte au contraire? Qu'est-ce qui en donne? C'est de les voir avancer. Après, et c'est la joie de voir les choses se faire et de voir les choses sortir. Après, ça dépend du caractère de chacun, mais je suis pas quelqu'un de très patient. Et la durée des projets, la somme des difficultés qu'il faut souvent surpasser et la force de conviction qu'il faut porter sont parfois un peu usantes. Et ça, c'est une vraie difficulté qui est pas évidente, hein. Et donc il faut des gens qui aient aussi cette force-là, c'est-à-dire quand on peine à y croire soi-même, qu'ils soient eux-mêmes la continuation de cette force de conviction et qui vous redonne cette énergie, et l'énergie elle doit être très mutuelle. Et à l'inverse, quand on voit que les autres flanchent sous les difficultés, c'est de savoir redonner cet enthousiasme-là, mais ça peut se faire qu'à plusieurs, et ça c'est vraiment, je trouve, un des grands intérêts du collectif. C'est de pouvoir se redonner de l'énergie mutuellement quand on en manque. Et est-ce que tu as en tête, à l'inverse, un projet qui te tenait à cœur et qui n'a jamais vu le jour, ou qui s'est pas passé comme prévu, et pourquoi? Sur des projets qui se sont pas passés comme prévu, il y en a beaucoup. C'est peut-être la plupart des projets, hein, d'ailleurs, qui ne sont jamais
ne sont jamais ce qu'on imagine, qui tombent à plat, qui n'ont pas du tout les effets souhaités, ou qui ce que j'en retiens par exemple, c'est qu'on avait essayé avec on avait passé beaucoup de temps à essayer de trouver une bonne relation de travail avec une autre entreprise qui faisait des choses qui nous intéressaient, et puis très clairement on n'avait pas les mêmes motivations. Et ça, c'est quelque chose qui rend les choses très difficiles. Et notamment quand on essaye d'avoir des gens qui autour de soi sont guidés par plutôt de la passion ou avec le sentiment, et je trouve qu'elle est très forte notamment dans les jeunes générations, de vouloir faire quelque chose d'utile avant de vouloir faire quelque chose de lucratif. Et ça, je trouve ça assez admirable, et c'est une des grandes forces de la jeune génération. Et puis de voir des gens à qui toutes les portes sont ouvertes parce qu'ils ont beaucoup de qualités, mais choisir de s'investir sur des projets sur lesquels ils sont moins bien rémunérés, même beaucoup moins bien parfois, sur lesquels ils n'ont pas forcément une trajectoire de carrière extrêmement tracée, mais voilà, faire ces sacrifices-là parce qu'ils vont travailler sur quelque chose auquel ils croient. Et voilà, cette espèce de trésor-là qu'il faut arriver à entretenir. Parfois, on est en face avec des gens qui ont un idéal plus classique d'entrepreneur, d'entreprise, et qui est tout à fait louable en soi, hein, mais qui est plutôt de faire du profit, parce qu'une entreprise, ça sert à gagner de l'argent, et c'est évidemment un but inhérent à la vie d'entreprise. Et ça, parfois, ça crée des dichotomies qui sont assez décevantes, et avec finalement des relations qui sont pénibles, un peu douloureuses, et on bâtit des choses ensemble qui n'aboutissent pas. Et ça c'est un vrai écueil. Ça peut l'être pour l'argent, ça peut être sur des questions de pouvoir aussi. Et c'est vrai que c'est difficile, on s'en rend compte, d'arriver à mêler tous ces enjeux dans des vies d'entreprise, dans des vies administratives. Parce qu'il y a des choses qui rattrapent et qui sont logiques, hein, parce que les enjeux de pouvoir, ils sont évidemment inhérents à toute organisation. La loi du profit, elle est tout à fait normale, et elle régit la vie d'entreprise. Et vouloir essayer aussi d'y apporter quelque chose d'autre est pas toujours très simple à mêler. Tu évoquais la dimension marathon sur ces démarches-là. Pour tenir dans la durée, les convictions, l'énergie, la motivation. De quoi tu as besoin pour continuer, voire accélérer ? C'est d'abord l'énergie des autres, ça c'est clair. Puis après, il y a plein de fois où on se lasse, hein. Où on laisse tomber, où on en a marre, où on va laisser un projet mariner 6 mois, 1 an, parce que on n'y croit plus, qu'on est attiré par autre chose, que c'est pas le moment, qu'il n'y a pas les bonnes personnes pour le faire, et puis un jour on va le redémarrer, parce que c'est des choses auxquelles on croit, qui semblent importantes. Et après, on peut pas avoir 1000 obsessions dans une vie professionnelle, et puis, mais je pense qu'il faut en avoir quelques-unes qu'il faut arriver à développer. Et la question du momentum, elle est sans doute très importante. Et après, il y a des caractères tout à fait exceptionnels qui ont qui sont qui ont des caractères de champions, hein, qui lâchent jamais, qui sont toujours dans le truc, qui sont absolument incroyables d'énergie, de conviction, de force. Voilà, je suis pas comme ça, donc il faut savoir aussi se connaître soi-même, et savoir qu'il y a des moments où il faut lâcher la bride, lâcher la rampe, c'est pas grave, ça a pas beaucoup d'importance. Et ça, c'est un des enjeux très forts, c'est que même si c'est des choses auxquelles on peut croire et y mettre un peu de soi, c'est aussi savoir cultiver beaucoup de détachement, parce que les désillusions, et notamment dans la vie professionnelle, elles arrivent très vite, en tout cas pour les caractères les plus normaux. Et puis je pense que même les plus exceptionnels ont forcément beaucoup de déceptions. Et est-ce que tout le monde a l'énergie de remonter 12 fois? Non, pas toujours. Et il faut savoir combien de fois on a l'énergie de remonter. Si c'est 100 fois, si c'est 20 fois, si c'est 2 fois. Et il faut arriver à ménager ça. C'est pas évident. Et donc, ouais, on peut pas tout accomplir, on peut pas tout faire, et il faut faire des choix. Tu parlais du momentum. Justement, en ce moment, quel est ton canary call ?
Alors, c'est un projet sur lequel qui m'obsède depuis assez longtemps aussi. Ça avait commencé quand je faisais des politiques publiques chez Île-de-France Mobilité, qui est d'arriver à comprendre la façon dont les gens se déplacent. Ça vient d'un cas très simple, qui était, on regardait la façon dont les gens prenaient le train sur une ligne. Et en fait, on se rendait compte que tout le monde allait au même endroit, même si c'était pas la façon la plus pratique de le faire. Et une des intuitions qu'on avait était de dire, il faudrait que sur une plus petite gare, on fasse un gros parking de rabattement pour que les gens y viennent, ce sera plus près de leur domicile, ils n'auront pas les embouteillages du centre-ville de la grande ville, et ils pourront gagner du temps, et une fois qu'on aura conçu ça, il suffira juste que les trains s'arrêtent un peu plus souvent dans cette gare-là. Et alors que c'était un pressentiment, donc on a essayé de vérifier par des études, on a dépensé pour le coup pas mal d'argent dans ces études-là, qui ont été absolument pas concluantes. Et c'était très frustrant de voir que finalement on connaissait très peu de choses de la mobilité des gens et de la façon dont ils se déplaçaient. Donc on mettait beaucoup d'argent dans les infrastructures, alors que fondamentalement on avait du mal à voir ce qui se passait en réalité, d'où partaient exactement les gens et où est-ce qu'ils arrivaient. Et donc ça m'a assez longtemps obsédé, et en changeant de poste et puis en voyant des gens qui étaient à l'aise avec ces questions de données, qui avaient beaucoup travaillé autour de ces sujets-là, voilà, forcément c'est très inspirant. Et donc on a beaucoup travaillé autour des données GPS des smartphones notamment, et de tous les moyens pour améliorer ça. Et là voilà, c'est aujourd'hui un sujet qui devient très important pour les acteurs du milieu des mobilités, parce qu'on est en déconfinement, que tout le monde surveille la façon dont les gens se déplacent comme le lait sur le feu, et donc ces sujets-là prennent vraiment de l'importance, et du coup voilà, ça c'est assez satisfaisant de voir que cette intuition ou cette obsession qui nous parcourait depuis un moment, voilà, elle prend vie, elle prend forme sur un vrai intérêt, alors que jusqu'ici, les gens s'en fichaient un peu. Et à raison quelque part, parce que parfois on essaye de voir les autres comme partageant son propre point de vue ou sa propre passion, alors que c'est pas du tout le cas, parce que eux, ils ont des problèmes qui sont pas du tout les vôtres, et que si vous parlez pas à quelqu'un de ses problèmes du quotidien et de la façon de les résoudre, ça lui changerait. Quelqu'un qui hier manageait un réseau de transport, finalement les gens ne changent pas leurs habitudes du jour au lendemain, c'est des cycles très longs qui prennent beaucoup de temps. On va réfléchir sur l'offre sur l'offre de transport, sur comment on met les bus, où est-ce que l'on les met, et combien on en met tous les 2-3 ans, si ce n'est plus parfois. Donc avoir une vision très quotidienne de la façon dont les gens se déplacent, de savoir pourquoi ils prennent leur voiture ou les transports en commun, ça les intéresse évidemment, parce que mais c'est pas très utile pour finalement au quotidien. Là, dans cette période-là, on se rend compte que oui, ça devient nécessaire dans ces moments très particuliers, et que ça redonne aussi une vision de la ville, de la mobilité. On le voit bien en quelques semaines, des choses qui étaient absolument impossibles, faire des pistes cyclables partout, se poser de la question de comment les gens se déplacent dans les villes entre les voitures, les vélos et les transports en commun, a pris un sens complètement nouveau avec le confinement puis le déconfinement, et ça crée aussi des opportunités. Donc voilà, ça c'est vraiment le sujet Canary en ce moment très fort. Et en une phrase, si tu devais convaincre quelqu'un qu'il faut qu'il partage ces données pour l'intérêt général, ces données de mobilité, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais de faire attention. Parce que c'est des données qui sont quand même personnelles, il faut faire attention à ces sujets-là. Il faut les prendre au sérieux, et honnêtement, je pense que la CNIL ou le RGPD en France ont un vrai intérêt. Ça facilite pas toujours le travail pour nous, mais néanmoins, je pense que c'est des données qui sont très sensibles. Et c'est vrai qu'il faut se méfier de savoir à qui on les donne et pourquoi. Ça, c'est très très important. Et donc là, sur le sujet de la mobilité, pour justement peut-être aider à ce que les personnes acceptent de partager ces datas, comment est-ce que tu les convaincrais ?
Alors aujourd'hui, techniquement, on va pas s'adresser directement à elle, donc on va D'accord. utiliser des données qui sont plus collectives et qui sont aussi utilisées par la publicité et par plein d'autres acteurs. Effectivement, ça peut être un vrai modèle demain que de se dire qu'on puisse avoir de la donnée qui soit de la donnée citoyenne et qui soit donnée volontairement, évidemment avec le respect de l'anonymat, de tous ces sujets-là. Après, ce qui est assez frappant, c'est de voir que quand le gouvernement propose de faire une application assez citoyenne sur le suivi du Covid, il y a beaucoup plus de méfiance que pour donner ces données à Google, qui encore va suivre un certain nombre de lignes de conduite, mais à des entreprises dont on ne sait pas bien ce qu'elles font de ces données, au moins dans certains pays. Et puis c'est des données qui, tombant entre de mauvaises mains, on imagine des services secrets qui les utilisent, on peut faire quand même pas mal de choses. Parmi les 17 objectifs du développement durable de l'ONU, est-ce qu'il y en a un ou des pour lesquels tu es particulièrement engagé ? Il faudrait me les rappeler. Une cause. Une cause en particulier qui te tient à cœur. Il y a celle de la pollution en ville. On sent bien que on en souffre tous, que ce soit la pollution olfactive, que ce soit la pollution visuelle, que ce soit la pollution auditive. On est sans doute allé beaucoup trop loin dans la place des véhicules motorisés dans la ville, du chauffage au fioul, et on sent bien qu'on a une baisse de la qualité de vie en ville du fait de ça. Et ça, c'est un objectif de bien collectif qu'on peut mener à nos échelles. C'est vrai que c'est toujours compliqué de se dire de par notre bilan carbone minuscule par rapport au bilan carbone du monde entier, est-ce qu'on change quelque chose dans la balance à l'échelle de sa communauté, de sa ville? Ouais, par contre ça compte, et c'est un moyen de faire quelque chose assez facilement. Et ton entreprise, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel elle s'engage plus particulièrement ? Après, notre engagement, il est aussi beaucoup lié à l'exercice de notre profession, qui est très engagé dans la mobilité vertueuse au sens large, et comment on essaye de proposer une mobilité qui soit responsable pour tous au mieux. Ça, c'est pour ça que nos clients nous le demandent. Après, dans les pratiques de l'entreprise au quotidien, il y a des choses qui sont toujours un peu plus symbolique, hein, mais voilà, je me moquais aussi un peu de ça, mais nos plus jeunes éléments ont voulu qu'on troque les gobelets en café, les gobelets plastiques ou les gobelets papier par des mugs. En soi, c'est bien et c'est vertueux. Le bilan carbone de ce type d'initiative est assez faible, néanmoins, et c'est vrai qu'il faut arriver à raisonner de façon globale sur qu'est-ce qu'on fait nous. Et effectivement, la question des déplacements en avion, elle pose beaucoup de problèmes, elle pose beaucoup de questions sur ces sujets-là, et il faut arriver à être cohérent dans tous les aspects de sa vie. C'est-à-dire de se dire j'ai changé mon gobelet en carton par un mug et je vais passer un week-end au Portugal. Il y a quelque chose qui est pas cohérent dedans. Et bon, mais c'est surtout pas de donner de leçons sur le sujet. Je pense que personne n'est très vertueux en général, et arrive à l'être complètement sur tous les aspects. Mais c'est arriver à prendre conscience. Et c'est quelque chose qu'on aimerait aussi beaucoup développer, c'est-à-dire donner aux gens en général les outils qui permettent de mieux comprendre ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça veut dire de faire une commande Amazon par rapport à aller chercher quelque chose dans son magasin? Est-ce que c'est plus ou moins vertueux? Honnêtement, c'est pas simple, et la question elle se pose. Qu'est-ce que ça veut dire d'acheter un vêtement? Sur les actes quotidiens de l'achat, de la vie, voilà, ça pose beaucoup de questions. Et puis il y a des sujets qu'on n'aime pas aborder, mais qui sont écologiquement peu corrects. Mais le nombre d'enfants, il a forcément un impact sur la vie sur l'empreinte environnementale que chacun laisse. Ça, c'est évident. Un enfant, il va consommer beaucoup de choses. Bon, voilà, moi j'en ai pas mal. On a une carte de famille nombreuse, donc voilà, je suis pas un exemple en la matière. Le niveau de revenu, il va forcément avoir un impact très fort sur son empreinte environnementale, et essayer de regarder les choses en face sur ce type de sujet.
nous met en face chacun de beaucoup d'incohérences. Et il faut certainement, à mon avis, rester extrêmement modeste sur ce type de sujet, sans aller jusqu'aux caricatures de la star hollywoodienne qui va traverser la planète en jet privé pour aller se réfugier sur un yacht pour faire une soirée au bénéfice de la planète, qui est évidemment l'élément de caricatural qui fait rire tout le monde, mais on l'est tous un peu chacun à notre échelle. Pour conclure, là maintenant, à la suite de notre échange, tu aurais envie d'écouter quelle musique, quel titre ? Plutôt du rap pour être en... Un titre en particulier ? More Money, More Problem de Notorious Big. Eh bien, merci beaucoup David pour cet échange sincère, authentique. Merci beaucoup. Merci Perrine. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité. L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier, recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces canaris et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée Canary Call. Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre.